Imaginez une vague si puissante qu'elle arrache des arbres, déplace des tonnes de roches et transforme en quelques minutes le littoral d'une île entière. Mais le plus incroyable, c'est qu'un événement de cette ampleur peut se produire dans une région isolée du monde, sans que presque personne ne s'en rende compte. Des années plus tard, pourtant, les traces sont toujours là. Et aujourd'hui, grâce aux satellites et aux nouvelles technologies d'analyse, les scientifiques peuvent retrouver certaines de ces cicatrices laissées dans le paysage. Ces traces permettent de reconstituer des événements extrêmes, glissements de terrain, effondrements de falaises et vagues gigantesques capables de remodeler un littoral. Mais comment peut-on découvrir un tsunami après son passage ? Nous allons comprendre. Quand on entend le mot tsunami, on pense généralement à un séisme sous-marin. Le fond de l'océan se déplace brutalement. Une énorme quantité d'eau est mise en mouvement et des vagues peuvent alors se propager sur des milliers de kilomètres. Mais certains événements fonctionnent différemment. Un gigantesque morceau de montagne ou de falaise peut s'effondrer brutalement dans la mer, dans un lac ou dans un fjord. Imaginez que vous jetiez une pierre dans une baignoire. Maintenant, remplacez cette pierre par des millions de tonnes de roches. L'eau est brutalement déplacée. Elle peut être projetée vers les côtes et atteindre localement des hauteurs extraordinaires. C'est ce type de phénomène que l'on associe souvent au terme de méga-tsunami. Et contrairement aux grands tsunamis transocéaniques, certains de ces événements peuvent être extrêmement violents tout en restant très localisés. C'est justement ce qui peut les rendre difficiles à documenter. Cela paraît presque impossible. Pourtant, l'histoire moderne possède des exemples spectaculaires. Le plus célèbre s'est produit en Alaska. Le 9 juillet 1958, un puissant séisme provoque un gigantesque éboulement dans la baie de Lituya. Une masse colossale de roches tombe dans l'eau. Le choc est gigantesque. L'eau remonte sur le versant opposé jusqu'à une altitude d'environ 524 mètres. Pour donner une idée de cette hauteur, c'est largement plus haut que la tour Eiffel. Mais attention, cela ne signifie pas qu'une vague de 524 mètres s'est ensuite propagée à travers tout l'océan Pacifique. Cette valeur correspond à ce que les scientifiques appellent pour les scientifiques. L'événement était connu et pouvait être étudié. Mais que se passe-t-il lorsqu'un phénomène similaire frappe une côte extrêmement isolée ? Une vague géante disparaît en quelques minutes. Ces traces, elles, peuvent rester visibles pendant des années. La végétation peut être arrachée, des blocs rocheux peuvent être déplacés, des dépôts de sédiments peuvent apparaître à des endroits inhabituels. Et surtout, la frontière entre la végétation intacte et la zone dévastée peut dessiner une véritable cicatrice dans le paysage. Vue depuis le sol, cette cicatrice peut être difficile à comprendre. Mais vue depuis l'espace, elle peut devenir beaucoup plus évidente. Et c'est ici que les satellites changent complètement la manière dont les chercheurs peuvent étudier les catastrophes naturelles. Depuis plusieurs décennies, des satellites photographient régulièrement la surface de notre planète. Année après année, parfois mois après mois. Ne suffit évidemment pas pour annoncer qu'un méga-tsunami a eu lieu. Ce n'est que le début de l'enquête. Une fois une zone suspecte identifiée, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé. Les chercheurs peuvent lui comparer plusieurs images prises à des dates différentes. Examiner la topographie, étudier la géologie, chercher des données sismiques, observer les traces laissées par un éventuel glissement de terrain. Et lorsque cela est possible, confronter les observations satellites aux témoignages locaux et aux études réalisées sur le terrain. Petit à petit, le scénario peut être reconstitué. Une partie d'une montagne s'effondre. La masse de roches entre brutalement dans l'eau. Une vague se forme. Elle frappe le versant opposé, puis elle déferle sur les côtes voisines. La catastrophe peut ne durer que quelques minutes, mais le paysage, lui, conserve l'information. D'une certaine manière, la Terre enregistre elle-même ce qui lui est arrivé. Il faut simplement apprendre à lire ses traces. Cela peut sembler étrange aujourd'hui. Nous avons des téléphones, Internet, des satellites et les réseaux sociaux. Alors comment une vague gigantesque pourrait-elle échapper à l'attention mondiale ? La réponse tient en grande partie à la géographie. Certaines régions du Pacifique sont extrêmement isolées. Certaines îles comptent très peu d'habitants. Certaines côtes sont pratiquement inhabitées. Et un méga-tsunami local n'est pas nécessairement comparable aux grands tsunamis qui traversent un océan entier.
Il peut être gigantesque à proximité immédiate de sa source, puis perdre rapidement une grande partie de son énergie. Si aucun village important ne se trouve directement sur son chemin, il peut laisser une cicatrice spectaculaire dans le paysage, sans devenir une catastrophe connue du monde entier. Et c'est précisément là que l'observation depuis l'espace prend tout son intérêt. Mais une autre question inquiète les scientifiques. Le changement climatique pourrait-il favoriser certaines conditions propices à ce genre d'événement ? Dans les régions froides et montagneuses, le recul des glaciers et le dégel du pergélisol peuvent-ils contribuer à déstabiliser certains versants ? Un glacier peut parfois jouer un rôle dans l'équilibre d'une vallée ou d'une montagne. Lorsqu'il recule, la configuration du terrain change. De la roche auparavant gelée peut également devenir moins stable. Cela ne signifie évidemment pas que chaque glacier qui fond va provoquer un méga-tsunami. Mais dans certains endroits particulièrement vulnérables, ces transformations peuvent modifier le risque de glissement de terrain massif. Et lorsqu'une montagne instable domine directement un fjord, un lac ou la mer, les conséquences potentielles deviennent très différentes. Alors peut-on prévoir ces catastrophes ? Si les satellites permettent de retrouver les traces d'un événement passé, peuvent-ils également nous aider à détecter les catastrophes futures ? En partie. Ils permettent notamment de surveiller certains mouvements du terrain, le recul des glaciers, les modifications des versants et d'autres signes d'instabilité. Mais prévoir exactement le moment où plusieurs millions de tonnes de roches vont s'effondrer reste extrêmement difficile. Le défi consiste donc moins à pouvoir dire « cette montagne va s'effondrer mardi à 14h » qu'à identifier les endroits où le danger est suffisamment important pour justifier une surveillance renforcée. Et c'est là que l'association entre satellites, mesures au sol et traitement informatique des données peut devenir particulièrement puissante. Nous avons parfois l'impression que la Terre est aujourd'hui entièrement cartographiée, que chaque catastrophe importante est immédiatement filmée, publiée sur Internet puis analysée. Mais notre planète est immense. Une grande partie des océans et de nombreuses côtes restent difficiles d'accès. Et les archives satellites sont devenues une sorte de machine à remonter le temps. Elles permettent de revenir sur un paysage tel qu'il était il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis de comparer. Parfois, un détail apparaît. Une forêt disparue, une falaise effondrée, une ligne étrange sur une montagne. Et derrière cette petite anomalie visible depuis l'espace peut se cacher un événement naturel extraordinaire. L'histoire des méga-tsunamis nous rappelle donc quelque chose d'assez fascinant. Une catastrophe naturelle n'a pas besoin d'être filmée par des centaines de téléphones pour avoir existé. Parfois, le seul témoin durable, c'est le paysage lui-même. Et aujourd'hui, les satellites et les nouveaux outils informatiques nous donnent la possibilité de rechercher ces cicatrices à une échelle qui aurait été inimaginable il y a quelques décennies. La question n'est donc peut-être plus seulement « quel méga-tsunami connaissons-nous ?», mais plutôt « combien d'autres attendent encore d'être découverts ?» Et vous, aviez-vous déjà entendu parler de vagues capables d'atteindre localement plusieurs centaines de mètres ? Dites-moi en commentaire quel phénomène extraordinaire de notre planète vous aimeriez voir expliqué dans une prochaine vidéo. Et pour continuer à parcourir le monde et comprendre ce qui s'y passe, abonnez-vous à Around the World in 80 Scrolls. À très bientôt, quelque part dans le monde.